Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. L'ancien président béninois Yayi Boni est en mission préélectorale en Côte d'Ivoire. Il a échangé avec le vice-président de la République ce mardi en prélude à la prochaine présidentielle. Plus de 1500 armes seront détruites demain dans le cadre de la Journée internationale de la destruction des armes légères, un engagement pour la paix et la sécurité en pleine année électorale. Et puis alors que le pays a été marqué par des drames sur les routes ces derniers jours, lancement à Yopougon de la Semaine nationale de la sécurité routière pour en finir avec les accidents dans le pays. Le vice-président de la République, Tiemoko Melie-Kone, a reçu ce mardi l'ancien président béninois Yayi Boni à la tête d'une délégation des Sages d'Afrique de l'Ouest, une mission d'information en Côte d'Ivoire en prélude à la prochaine présidentielle. On en sait plus avec Pierre Dipomélin dans cet élément. Une délégation du Forum des Sages d'Afrique de l'Ouest, composée de Goodluck Ebele Jonathan, ex-président de la République fédérale du Nigeria, de l'ancien président béninois Yayi Boni et du docteur Mohamed Ibn Chamba, ancien représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, a été reçu par le vice-président Tiemoko Melie-Kone. Au menu des échanges, le processus électoral en Côte d'Ivoire. Vous savez très bien, la Côte d'Ivoire est en train, à la veille de l'organisation, de la présidentielle de 2025, octobre 2025, et nous avons estimé que le moment est venu pour nous d'arriver dans le cadre d'une mission d'abord préélectorale. Ce n'est pas pour la première fois que nous entreprenons cette démarche-là, depuis 2020 que ça a été créé, ce forum, qui a fait ses preuves. Nous sommes intervenus dans un certain nombre de pays, notamment le Nigeria, nous sommes intervenus au Ghana, nous sommes intervenus au Sénégal, Sierra Leone, en Gambie, que ce soit en termes de mission préélectorale, et naturellement, des fois, même dans certains pays, nous intervenons à la fin, lorsque les résultats sont donnés, pour que nous puissions lancer, des alertes, de paix, de dialogue, naturellement, pour que nous puissions rappeler que cette paix-là est indispensable. Le Forum des Sages de l'Afrique de l'Ouest est né en 2020, composé majoritairement par des anciens chefs d'État. Le Forum accompagne les processus électoraux dans la région, en trame de fond, la promotion de la paix et la prévention des crises post-électorales. Et demain, la Côte d'Ivoire, comme d'autres pays, va célébrer la Journée internationale de la destruction des armes légères. À la veille de cet événement qui intervient en année électorale, le ministre de l'Intérieur a réaffirmé l'engagement des autorités pour la paix et la sécurité. Le reportage de Salif Yalekoué et de Cheikh Bleu. La Côte d'Ivoire reste engagée dans la lutte contre la prolifération incontrôlée des armes légères et de petit calibre, ALPC, qui peut représenter une menace directe à la cohésion sociale, aux fondements de la démocratie et au développement durable de nos sociétés. Telle est la volonté réaffirmée par le gouvernement ivoirien à travers le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, général Vakando Diomandé. Cela à l'occasion de la Journée internationale de la destruction des armes légères qui sera commémorée ce mercredi 9 juillet. La Commission nationale de lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petit calibre, la Comnat ALPC, notre bras opérationnel, œuvre depuis plus d'une décennie. Plus de 29 765 armes légères et de petit calibre ont été détruites depuis 2012. Ces armes ont été collectées, saisies ou volontairement remises dans le cadre de diverses opérations menées sur l'ensemble du territoire national. De 2014 à ce jour, 200 armureries, conteneurs sécurisés et boxes de sécurisation ont été construits ou réhabilités pour poursuivre nos efforts. La Côte d'Ivoire procédera à la destruction de plus de 1500 armements. Une célébration qui intervient dans un contexte national particulier et face aux défis persistants du terrorisme qui menace notre sous-région, d'où cet appel du ministre ivoirien en charge de la sécurité. Il est impératif
de soutenir davantage les efforts des États résolument engagés dans ce combat de longue haleine. L'enjeu est colossal. Il s'agit de la préservation de la paix et de la sécurité humaine à l'échelle mondiale. Cette journée vise à sensibiliser le public aux dangers des armes légères et de petit calibre, ALPC, et à promouvoir leur élimination. Alors que la Côte d'Ivoire a connu ces derniers jours des accidents meurtriers, lancement à Yopougon de la Semaine nationale de la sécurité routière. Objectif, sensibiliser les usagers aux dangers de l'incivisme et freiner la hausse des accidents dans le pays. Les précisions de Thiemé Danger et de Zécré Joseph. Yopougon-Selmer, siège de la compagnie de transport TSR. Dans les locaux, chauffeurs et délégués de ligne. En face, les hommes de l'Oser, Office national de sécurité routière, déployés dans le cadre de la Semaine nationale de sécurité routière et à fond dans la sensibilisation de proximité sur l'incivisme au volant. 95% des accidents, c'est nous qui provoquons. Ce déploiement est l'occasion pour le chef de mission de l'Oser d'interpeller ces acteurs de la chaîne de transport routier sur les incivilités au volant, au cœur des accidents dont la courbe connaît une hausse de 2024 à ce jour. D'où cette caravane de proximité visant à inviter au respect du code de la route. 2024, malheureusement, le nombre de tués au jour d'aujourd'hui a eu une croissance de 14%. C'est déjà trop. Lorsque nous regardons les causes, il ressort malheureusement l'imprudence qui vient en première position. Or, cette imprudence, ça se constate en général dans les stationnements, lorsqu'ils stationnent les véhicules, lorsqu'ils effectuent des dépassements. Ce qui nous a permis de développer les conditions nécessaires pour effectuer un dépassement. En plus des dépassements, nous avons fait un clin d'œil au niveau de la distraction. Et au niveau de la distraction, nous avons notamment développé l'aspect téléphone au volant. La reprise de la sensibilisation est bien appréciée sur place, même satisfait dans les rues où les appels au respect des normes de la conduite sont lancés. Elle est la bienvenue, dans ce sens que c'est pour nous amener à être responsables vis-à-vis de la vie humaine. Voilà, il faut la préserver. On n'a pas de responsabilité là-dedans. Voilà, donc il y a lieu de saluer ce geste-là. Chaque jour, il y a des maîtres, chaque jour, il y a des maîtres. Donc ça là, vraiment, j'ai l'impression que vraiment c'est une bonne initiative, que les gens prennent ça au sérieux. Parce que les gens, les pères de famille sont en train de mourir. C'est normal pour sensibiliser les chauffeurs, puisqu'il y a des chauffeurs qui roulent sans calcul. Il pleut, malgré il sait qu'il pleut, mais il vient souvent à certaines vitesses, c'est pas normal. Moi, je les demande d'aller doucement. Cette descente sur le terrain concerne également la PSSR, police spéciale de la sécurité routière, dont les hommes, à en croire le chef de mission de l'Oser, sont plus dans la répression. Ainsi, plusieurs véhicules pour différentes infractions ont été retirés du trafic routier, théâtre de graves accidents qui ont fait une centaine de morts et de blessés de 2024 au premier semestre de 2025. Les femmes ont un rôle crucial dans le maintien de la paix et de la prévention des conflits. À Abidjan, un dialogue régional de haut niveau s'est ouvert avec des femmes leaders venues d'une dizaine de pays d'Afrique de l'Ouest et du Golfe de Guinée, comme nous le montrent Nadja Edja et Fulgence Kissiedou dans ce reportage. Des femmes de la sous-région solidaire autour d'une cause, la prévention des conflits dans le Golfe de Guinée. Face à la menace sécuritaire dans la région, elles ont décidé d'agir. D'où ce forum régional de femmes autour du thème général « Femmes du Golfe de Guinée, ambassadrices de la paix ». La paix ne se décrète pas. Elle se construit chaque jour avec patience, courage et inclusion. À travers ce forum, nous réaffirmons notre engagement collectif à promouvoir une paix durable portée par les femmes, pour les femmes et avec les femmes. En alignant nos efforts avec les objectifs du développement durable et les priorités nationales de développement, nous pouvons bâtir ensemble des sociétés plus résilientes, équitables et solidaires. Un réseau régional pour la paix, des recommandations fortes et un engagement commun, source d'inspiration pour les politiques, ce sont là les vœux formulés par la ministre Nassénéba Touré. En cette période préélectorale, elle a invité les femmes à proposer des moyens pour la médiation et de l'apaisement. Les femmes doivent non seulement participer aux processus électoraux en tant qu'électrices, candidates, observatrices, mais aussi comme actrices de la veille communautaire et de la médiation de proximité. Et cela,
il faut que cela se passe, bien entendu, sans bagarre. La bagarre doit être bannie dans le processus électoral à venir en Côte d'Ivoire. Nous devons plutôt encourager la démocratie dans nos communautés en assistant à une participation massive au vote dans les urnes le 25 octobre 2025. Pour atteindre l'objectif, les débats se tiendront durant 2 jours autour de sujets tels que le rôle des femmes dans la sécurité du golfe de Guinée, entre menaces terroristes, instabilité politique et violence communautaire, des études de cas sur l'engagement des femmes pour la paix, les mécanismes de consolidation de la paix. Et aujourd'hui, le comité paritaire de pilotage du partenariat pour la formation professionnelle s'est réuni au lycée technique d'Abidjan, une rencontre qui vise à renforcer la gouvernance du système de formation en Côte d'Ivoire. On en sait plus avec Faltia Koulibaly et Tanguy Conan. Le comité paritaire de pilotage du partenariat en matière de formation professionnelle et technique, CPP, s'est réuni pour sa 2e réunion statutaire, marquant une nouvelle étape dans la consolidation du partenariat entre l'État, les partenaires techniques et financiers, les acteurs du secteur privé et les structures de formation. Cette initiative s'inscrit dans une dynamique de réforme structurelle du système de formation professionnelle et technique, répondant aux défis de l'employabilité des jeunes et de l'adéquation formation-emploi. Nous commençons à construire des syllabus qui vont permettre d'améliorer l'efficacité des systèmes de formation, mais aussi garantir le fait que les jeunes qui sortent de nos systèmes de formation sont compatibles avec nos exigences au niveau des emplois, au niveau du secteur privé. Donc on a déjà des résultats probants, mais compte tenu des enjeux, de la masse des jeunes à insérer, il faut aller plus vite, il faut aller plus en profondeur et c'est ça l'objet de ce type de réunion. L'enseignement technique et la formation professionnelle, l'un des objectifs, c'est de mettre à la disposition du secteur productif les compétences dont il a besoin pour être compétitif sur le plan de la production de leur entreprise. Le CPP, instance de concertation regroupant les acteurs publics, les partenaires techniques et financiers ainsi que le secteur privé, joue un rôle central dans le pilotage des réformes structurelles en veillant à l'adéquation entre les besoins du marché de l'emploi et les offres de formation. Les effets du changement climatique n'épargnent aucun secteur et encore moins l'agriculture, pilier de notre économie. Pour y faire face, le FIRCA, le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole, a lancé un appel à projet ce mardi pour trouver des solutions. Les détails de Nadja Eja et de Kimo Eric. Accompagner 5 projets modèles d'adaptation transformatrice aux effets du changement climatique, c'est l'opportunité offerte à travers l'appel à projet lancé dans le cadre du programme PACO, programme des priorités d'adaptation en Afrique de l'Ouest et du Centre. Lors du lancement officiel, le représentant du Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole a fait des précisions sur les cibles et domaines concernés. Cet appel à projet se veut ouvert, transparent et inclusif, mobilisant les organisations professionnelles agricoles, les collectivités locales, les ONG, les interprofessions agricoles, le secteur privé et la société civile. Les domaines ciblés sont stratégiques, à savoir l'agriculture, les ressources en eau et la zone côtière, les secteurs particulièrement exposés aux impacts du changement climatique. D'une enveloppe globale d'1 million d'euros, soit un peu plus de 650 millions de francs CFA, ce financement va s'étendre sur une période de 28 mois, avec un montant maximal d'environ 85 millions de francs CFA par projet. Une initiative rendue possible grâce aux partenaires que sont la Banque africaine de développement, la Banque islamique de développement, la Commission climat pour la région du Sahel, l'Institut de Potsdam pour la recherche sur les effets du changement climatique et la coopération allemande. La GIZ s'engage à accompagner le FIRCA à chaque étape du processus de sélection jusqu'au suivi de la mise en œuvre, avec le souci constant de la qualité, de l'impact et de l'appropriation locale. Il s'agit pour nous d'un investissement sur le long terme dans la résilience des territoires ruraux, dans la justice climatique et dans le développement durable. Pour le représentant du ministre de tutelle, il s'agit d'une étape importante dans la mise en œuvre du plan national d'adoption. Il a donc invité les acteurs des secteurs concernés à s'inscrire. À l'ensemble des acteurs éligibles,
Les difficultés liées aux effets des changements climatiques peuvent constituer un terreau pour développer des solutions innovantes et impactantes, transformant ainsi la fatalité en opportunité. Je vous invite donc à saisir cette belle opportunité que vous offre le programme PACO. Soumettez des projets solides, innovants et porteurs d'impact positif pour nos communautés. La signature de la convention pour cet appel à projet a eu lieu en mars 2025. Parmi les 3 grands champs d'action de ce projet, on note l'élaboration d'un processus d'appel à candidature pour des petites subventions, la sélection de projets d'adaptation à petite échelle et la mise en œuvre d'un suivi rigoureux sont conçus pour garantir une approche participative et responsabilisante. La lutte contre le cancer du colorectal continue et ce matin, le programme national de lutte contre cette pathologie en partenariat avec les laboratoires Roche a initié une conférence avec les journalistes et les ONG. Objectif, inviter ces acteurs à s'impliquer davantage, comme nous le montrent Moussani Kema et Fulgence Kissiedo dans ce reportage. Selon l'OMS, les cancers du côlon et du rectum ont contribué à 0,32% des décès en Côte d'Ivoire pour l'année 2020. Des chiffres qui alertent le programme national de lutte contre le cancer, qui en collaboration avec les laboratoires Roche, a initié une conférence d'information et de sensibilisation. Le cancer colorectal, c'est un cancer qui atteint le côlon et le rectum. Ce cancer est le 5e cancer en termes d'incidence et de mortalité en Côte d'Ivoire. Déjà, les ONG ont porté au haut le flambeau de la sensibilisation sur les cancers en Côte d'Ivoire et maintenant on associe vous les médias pour que le message soit porté à la population. Parce qu'en matière de cancer, le dépistage est très important. Alors, à partir de 50 ans, il faut faire le dépistage, que ce soit un homme ou une femme, pour faire le dépistage. On a plus de 1000 cas. Et les chiffres de Globocan 2022, et dans ces 1000 cas, on a autour de 700 décès. Vous voyez, plus de la moitié décèdent. Ces facteurs de risque, là, nous avons cité l'alimentation. Dans l'alimentation, on a dit qu'il fallait limiter la viande rouge, limiter l'apport d'alcool, limiter la consommation de tabac. Nous avons aussi parlé du rôle néfaste de la sédentarité et à la longue donc de la surcharge pondérale et de l'obésité un peu plus tard. Pour la prévention, il y a déjà l'activité physique régulière. On a conseillé d'avoir une alimentation équilibrée, donc de privilégier dans l'alimentation l'apport des fruits et des légumes, et puis de limiter la consommation de viande rouge, et d'alcool et de tabac. Autour de la table, des journalistes et des responsables d'ONG. Tous affirment prendre la pleine mesure de cette sensibilisation. Civil, il est important de pouvoir sensibiliser la population sur tous les types de cancers. Parce qu'aujourd'hui, on retient que le cancer colorectal est une santé publique aussi que nous devons pouvoir porter à la population pour pouvoir avoir les informations. Parce que les facteurs de risque aujourd'hui sont très élevés. Selon les organisateurs, l'engagement de ces participants est essentiel pour promouvoir la prévention, encourager le dépistage et améliorer la prise en charge des patients. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée à toutes et à tous.